acheminement difficile de l'aide aux déplacés à cause des groupes terroristes, manque de ressources financières. Avec la crise sécuritaire, les pays de la Confédération des États du Sahel connaissent une situation humanitaire préoccupante, d'où la tenue de ce premier forum des ministres chargés de l'action humanitaire de l'espace AES. Pendant 3 jours, les autorités et acteurs humanitaires de l'AES vont échanger avec ceux du système des Nations Unies et d'autres partenaires de la région sur la réponse à apporter à la crise humanitaire au Sahel. Cette rencontre offre ainsi l'occasion de discuter des opportunités pour une aide humanitaire plus efficace à travers une approche collective et mieux coordonnée dans un contexte où ces défis humanitaires sont de plus en plus liés à des dynamiques régionales. Le forum a pour objectif de favoriser le dialogue entre acteurs locaux, nationaux et internationaux pour mieux coordonner et harmoniser les interventions, partager les bonnes pratiques. Occasion pour la Mauritanie de partager avec l'assistance les stratégies mises en place pour assister les milliers de réfugiés qu'elle accueille depuis 1991. Les actions que nous menons dans le domaine humanitaire se concentrent sur la réponse aux besoins urgents et vitaux des populations réfugiées victimes de conflits, de crises sanitaires ou climatiques et se déclinent comme suit. La riposte aux crises alimentaires et sanitaires, l'accueil et la prise en charge des réfugiés établis en Mauritanie, la gestion de la migration et la protection sociale et la lutte contre la traite des personnes, la fourniture des services sociaux de base aux populations des zones limitrophes aux zones de conflit. L'argent étant le nerf de la guerre, le forum devra identifier aussi des approches innovantes de mobilisation des ressources financières tout en mettant l'accent sur les financements internes. Cette rencontre doit permettre d'initier des mécanismes et stratégies adaptés à nos réalités en synergie avec les autres acteurs intervenant dans le domaine de l'humanitaire. Pour ce faire, nous devons d'abord compter sur nous-mêmes, sur nos capacités locales et régionales, afin que les financements extérieurs soient mieux pensés, mieux orientés vers les besoins réels des communautés. Et le ministre chargé de la Justice d'appeler les partenaires à mettre en place des financements plus flexibles et à respecter les choix souverains des pays de l'AES. Je lance un appel solennel aux partenaires techniques et financiers, bilatéraux, multilatéraux et privés, afin de mobiliser davantage de ressources à travers des mécanismes endogènes. Adapter les mécanismes de financement à nos réalités et à la complexité de la situation humanitaire dans l'espace AES. Par ailleurs, si le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont librement choisi de s'unir dans le cadre d'une alliance stratégique et solidaire, ce choix est tourné vers la stabilité, la sécurité et la prospérité de nos populations. Nous demandons ainsi aux partenaires techniques et financiers de respecter ces choix souverains, de ne pas isoler l'AES et de soutenir nos efforts humanitaires dans une logique de neutralité, d'humanité, de souveraineté et de solidarité. Outre les représentants des pays de l'AES, la Mauritanie, le Sénégal, le Togo et le Tchad participent à ce forum au cours duquel les ministres chargés de la justice et les nombreux invités ont pu s'imprégner des actions menées par les acteurs humanitaires en visitant leur stand. Alors, M. Sangaré, dans le reportage, nous avons entendu dire qu'il y a plus de 2 300 000 personnes déplacées dans le Sahel. C'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ces déplacés sont répartis dans l'espace du Sahel? Okay, merci bien, M. Koné. Merci de l'opportunité que vous nous offrez de parler de la situation humanitaire du pays en général et du Sahel en général, du Mali en particulier, et également de parler du forum des ministres chargés de l'action humanitaire qui s'est tenu du 7 au 9 août 2025 à Bamako. Je voudrais aussi, à l'entente de mes propos, saluer les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent au Mali et de par le monde, et tout en espérant que cette émission va servir à éclairer la lanterne des populations et donner plus d'informations sur la situation humanitaire. Oui. Effectivement, comme vous l'avez dit, au niveau de l'espace du Liptako-Gourma en général, nous avons environ plus de 2 300 000 personnes en situation de déplacement forcé. Au Mali, aujourd'hui, nous avons environ 400 000 qui sont les personnes déplacées internes à l'intérieur du pays.
un peu plus de 300 000 qui sont au-delà de nos frontières dans les 3 pays voisins, la Mauritanie, le Burkina et le Niger. Et pour identifier les personnes déplacées, vous savez, les personnes déplacées se déplacent généralement face à des situations de crise et de catastrophes dans l'urgence. Et la première action que nous menons, c'est d'abord d'accueillir ces personnes déplacées internes, et de les recenser, de les identifier à travers les mécanismes, des outils d'identification. On a des fiches de collecte de données qui permettent la localisation des personnes. Et après les localisations, aujourd'hui, nous avons développé au niveau du ministère de la Santé et du Développement Social, à travers la Direction nationale du développement social, un outil qu'on appelle l'enregistrement biométrique. L'enregistrement biométrique aujourd'hui, qui est un outil qui a été transféré au gouvernement à travers le ministère de la Santé et du Développement Social par l'OIM, l'Organisation internationale de migration, qui est un outil international d'identification et de recensement des personnes en situation de déplacement forcé, qui fort heureusement est devenu une propriété du gouvernement malien et dont nous assurons également le lead. Donc nous avons des fiches de collecte qui permettent d'identifier les personnes en nom, en prénom, en âge, en zone de provenance et en localisation là où ils ont trouvé refuge, et avec toutes les caractéristiques relatives à leur vulnérabilité. Vous parlez d'identification numérique, ça veut dire que c'est comme le numéro d'identification qu'on a au Mali. Vous faites ça aussi pour les réfugiés qui ont peut-être déjà un numéro d'identification national. Peut-être un nouveau numéro pour personnes déplacées, c'est ça? Le numéro d'identification que nous avons est différent du numéro d'identification au niveau état civil. Nous avons un enregistrement biométrique qui donne un numéro d'identification unique pour tous les déplacés internes, avec toutes les caractéristiques de la personne en termes de nombre de personnes constituant les ménages, parce que c'est les ménages qui sont enregistrés, en femmes, enfants, et en vulnérables, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes à besoin d'accompagnement spécifique. Et cet enregistrement les donne également un numéro d'identification unique qui permet d'avoir la traçabilité vraiment des personnes, parce que vous savez que la crise du Mali perdure. Depuis 2012, nous sommes dans le déplacement forcé des populations et nous avons connu beaucoup de déplacements multiples. Des populations qui se déplacent par exemple du nord au centre, et après du centre au sud, ou du sud à l'est. Donc on a connu beaucoup de déplacements multiples. Pour essayer de cadrer tous ces déplacements et identifier la personne une seule fois, il a un seul numéro d'identification qui lui permet, en quittant par exemple Gao, venant à Mopti, il est identifié. Il quitte Mopti pour venir à Bamako, il est identifié. Donc il ne peut plus s'enregistrer 2 fois. Et ça permet aussi d'assurer une meilleure gestion des assistances au niveau des distributions. Ça veut dire qu'un déplacé peut faire diminuer le nombre de déplacés dans une localité et faire augmenter le nombre ailleurs. Tout à fait. Voilà, c'est ça. Il a le même numéro de personnes déplacées. C'est ce qu'on a remarqué quand on faisait l'enregistrement pratiquement manuel. Une personne qui se recense par exemple comme déplacée à Gao, il fait peut-être 2 jours, 1 mois, et après il se retrouve pour une raison ou une autre, se retrouve à Bamako. Et encore à Bamako, il est enregistré. Avant la biométrie, nous avons des difficultés de doublons. Et quand nous avons commencé l'enregistrement biométrique, on s'est rendu compte que les mêmes personnes peuvent se recenser plusieurs fois selon les localités. Et aujourd'hui, l'enregistrement biométrique nous a permis d'avoir pour chaque déplacé au Mali un seul numéro d'identification unique qui ne peut pas être attribué à quelqu'un. Et partout où il va, dès que nos services l'enregistrent, on trouve qu'il est déjà dans la base de données ou bien il n'est pas dans la base de données. Et on sait aussi que les causes des déplacements sont nombreuses. Il y a des catastrophes naturelles, comme des inondations, comme il y a aussi la famine, il y a l'insécurité surtout. Et pour le cas précis, vous pensez que la plupart des déplacés le sont pour raison de sécurité? Effectivement, il y a beaucoup de causes du déplacement dans le Sahel en général, à travers le monde et dans le Sahel et même au Mali. La première cause, c'est actuellement qui nous a permis de voir des déplacements en nombre, c'est vraiment la question sécuritaire, qui a commencé depuis 2012. Et après les déplacements dus à la crise sécuritaire, nous avons connu les déplacements dus au dérèglement climatique. Les inondations, comme vous l'avez dit, les sécheresses, la crise alimentaire
qui fait que parfois, pour des raisons de mauvaises campagnes agricoles, certaines populations se déplacent pour aller dans d'autres lieux pour pouvoir avoir leur subsistance. Et au Mali, c'est les deux cas de figure. Et vous avez parlé de déplacement, il y a des déplacés internes, et aussi il y a ceux qui se déplacent pour aller en dehors du pays. Et actuellement, est-ce qu'il y a beaucoup plus de déplacés maliens à l'intérieur du Mali qu'en dehors du Mali? Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de déplacés à l'intérieur du Mali parce que, comme je le disais tantôt, on a environ 400 000 déplacés internes qui sont à l'intérieur du pays. Une localité du Mali pour une autre localité. Une localité du Mali pour une autre localité, mais à l'intérieur du pays. Donc, ils n'ont pas franchi les frontières. Et au-delà des frontières, aujourd'hui, on a environ 228 000, enfin 230 000 qui sont au-delà des frontières, et principalement au Niger, au Burkina et en Mauritanie, avec lesquels d'ailleurs le Mali a signé des accords tripartites avec ces pays et le Haut Commissariat des Nations Unies pour permettre de gérer avec toutes les conditions de droit humanitaire ces réfugiés. Mais au Mali, les déplacés, globalement, nous avons la chance avec l'hospitalité malienne, avec la solidarité malienne. La plupart des déplacés sont dans des familles d'accueil. Ce qu'il faut saluer, c'est que le Mali, depuis 2012, l'hospitalité a permis vraiment de réduire la souffrance des populations à travers des attaches familiales qui font que les déplacés, au lieu de se regrouper dans des camps, généralement, comme à l'instar d'autres pays, la plupart sont dans des familles d'accueil. Mais ceux qui n'ont pas pu avoir d'attache au niveau de certaines agglomérations sont regroupés au niveau des camps que nous administrons, dont les camps de Bamako. Et vous avez combien de camps actuellement qui accueillent les déplacés au Mali? Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, on peut avoir jusqu'à 167 lieux de regroupement, pas des camps. Parce que nous, on évite le camp parce que le camp n'est pas adapté pour notre contexte. C'est vraiment des lieux de regroupement. Mais les camps, aujourd'hui, par exemple, quand on parle de camps, à Bamako, ici, nous avons environ 7 camps. Quelle est la différence entre un camp et un lieu de regroupement? Un camp, ça amène beaucoup de dispositions institutionnelles et sécuritaires. Alors que les lieux de regroupement peuvent être juste des points d'attache. Des populations d'une communauté qui se déplacent pour aller dans une localité, s'ils ont une personne, une connaissance ou bien un parent, vont se retrouver autour de ce parent-là. Donc quand ils atteignent un certain nombre, nous considérons que c'est vraiment un site de déplacé. C'est pourquoi au lieu de camp, nous préférons privilégier le mot site de déplacé. Et ce qui permet nous-mêmes d'asseoir une administration minime composée de certains services techniques tels que le développement social, la protection civile, la santé, pour pouvoir les offrir les premiers services sociaux de base. Et vous avez parlé du recensement des déplacés. Est-ce que c'est par les mêmes méthodes que vous recensez aussi, que vous essayez de voir aussi les besoins en logement, en nourriture de ces déplacés? Le recensement nous permet d'abord de connaître le nombre et connaître les spécificités. En fonction du nombre, nous évaluons. Parce que dans le principe humanitaire, il y a des méthodes d'intervention. Il y a une première méthode d'intervention qui est l'intervention d'urgence. Une personne qui, par exemple, face à l'inondation, des personnes qui se trouvent dans des décombres ou se trouvent dans des situations de sinistre, nous les accueillons immédiatement pour les apporter les premiers secours. Et après les premiers secours, nous organisons ce qu'on appelle... Les premiers secours, c'est en termes de nourriture. En termes de vivres, en termes de nourriture, en termes d'abri, de logement, en termes de distribution de moustiquaires, en termes de distribution de nattes, bref, de kits alimentaires et non alimentaires pour les permettre juste de les sauver de la situation d'urgence. Et après cela, il y a un mécanisme qu'on appelle le RRM, qui est qu'on appelle mécanisme rapide d'intervention, d'évaluation. Et là, c'est là qu'on déclenche l'évaluation multisectorielle. En matière de santé, en matière de logement, en matière d'habitat, en matière de tout ce qui concerne les besoins prioritaires, cette évaluation multisectorielle et multi-acteurs qui va sur le terrain pour identifier les besoins réels de ces populations. Et sur la base de l'identification de ces besoins réels, que nous faisons des projections de planification sur les bases des principes humanitaires. Et est-ce que vous tenez compte aussi du fait que vous ne pouvez pas les prendre en charge de façon continue? Est-ce que vous les initiez à faire des petites activités au sein des camps, par exemple, pour générer un peu de revenus? C'est également le cas aujourd'hui, parce que je disais tantôt que la crise du Mali a plus d'une décennie. Ça veut dire que pendant plus de 10 ans, il y a des Maliens qui sont considérés comme déplacés à l'intérieur du pays et qui continuent à demander l'assistance et l'aide.
Et ce qui est d'actualité aujourd'hui au Mali, c'est que après le RRM, il y a donc, vous savez, une intervention qui s'étale de 3 mois jusqu'à 6 mois. Avec les partenaires qui font des distributions, parce qu'on pense qu'entre 3 et 6 mois, on peut créer les conditions pour que les personnes soient autonomes ou retournent dans les localités. Mais si ce n'est pas le cas, on appelle également le post-RRM. Le post-RRM, c'est là où on fait intervenir tout ce que vous venez de dire en termes de renforcement des capacités, de formation. Comme c'est le cas aujourd'hui, quand vous partez au site des déplacés de Sénou, aujourd'hui les personnes déplacées internes, les femmes ont appris beaucoup de petits métiers pour les permettre de faire des activités génératrices de revenus. Ils ont des périmètres maraîchers autour, on a fait des installations, des adductions d'eau, on a fait un périmètre maraîcher aménagé pour les permettre vraiment de mener des activités. Les jeunes, certains ont bénéficié des mototricycles, ont bénéficié d'autres appuis financiers ou matériels pour les permettre d'exercer des activités qui les permettent d'avoir des revenus. Et effectivement, maintenant, la stratégie au Mali, c'est que le Mali vient d'adopter une stratégie nationale de solutions durables. Parce que nous avons pensé que la crise humanitaire, quand ça perdure, il faut trouver le moyen d'autonomiser les personnes déplacées internes. Et c'est ce qui est consigné dans la stratégie nationale de solutions durables, avec son plan d'action qui définit certaines activités qui permettent soit de réinstaller les personnes déplacées là où elles sont, en les permettant de mener des activités et insérer la population en général, soit de les faire retourner, créer les conditions de retour en tout ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'éducation et tout, ou bien les relocaliser, parce que certains peuvent quitter une localité, mais ne retourneront jamais dans cette localité. Donc ils peuvent choisir d'être dans un autre site, comme ça nous créons les conditions pour chercher à les localiser, et c'est le cas dans beaucoup de régions, à Ségou, à Mopti et à Bamako aussi. Et à ce rythme-là, il y a des camps qui peuvent se transformer en quartier, en commune, ou en tout cas qui peuvent prendre un nom. Administrativement, nous, au niveau social, nous cherchons à éviter de créer des villages. Parce que ce qu'on appelle village, par exemple, c'est le seul cas de Gao, qu'on a appelé juste village espoir, mais c'est juste un site de transit. Parce que l'humanitaire, on suppose que l'humanitaire, dès que la situation qui a créé la situation, les conditions ne sont plus là, on retourne à la vie normale. Et c'est pourquoi nous avons créé à Gao ce qu'on appelle la cité Nata, qu'on appelle le village espoir, qui regroupe aujourd'hui avec toutes les communautés. On a construit des maisons, on a créé les conditions d'accès, les centres de santé, des centres d'apprentissage, des périmètres maraîchers, des petits marchés pour permettre aux populations vraiment de vivre dans des conditions décentes. Mais en symbiose avec la population environnante. Parce que il ne faut pas stigmatiser les personnes déplacées, donc permettez-leur de vivre en symbiose avec la communauté dans le cadre de l'intégration, parce que d'un moment à l'autre, nous sommes supposés à retourner dans les localités. Mais dans les cas d'espèce, ce sont des personnes qui sont fixées là-bas, qui n'ont aucune intention de quitter. On a un cahier de charge avec eux. L'humanitaire, c'est pourquoi j'ai dit le centre de transit. Ils ont un cahier de charge, donc nous identifions parmi les déplacés, par exemple le cas de Gao, on ne peut pas recevoir dans ce camp toutes les personnes en situation de déplacement forcé, mais nous étudions sur la base des vulnérabilités. Des personnes, par exemple une femme seul chargé de famille avec des enfants est prioritaire pour le faire loger. Une personne handicapée d'un certain âge qui n'a pas d'autres attaches ou bien d'autres moyens de subsistance est privilégiée. Donc nous prenons les personnes les plus vulnérables pour les mettre à l'abri avec un cahier de charge. Parce que c'est sur la base même des concertations entre les autorités locales, les autorités administratives, les personnes déplacées elles-mêmes, pour les permettre de dire que dès que les conditions sont réunies, ils vont retourner. Mais tant que les conditions ne sont pas réunies, nous sommes obligés de continuer à les faire vivre. C'est pourquoi nous mettons des activités génératives de revenus pour les intégrer dans la communauté. Et certains d'ailleurs sont partis. Et à la date d'aujourd'hui, de la crise à aujourd'hui, on a plus de 800 000 personnes qui sont retournées de façon volontaire, qui étaient déplacées au Mali. Sur 1 300 000 déplacés en général, de la crise à aujourd'hui, près de 800 000 sont retournés de façon volontaire dans les localités. Donc vous avez des secours d'urgence en termes de nourriture, en termes de santé aussi. Est-ce que vous avez précisément un centre de santé qui est fixe au niveau de ces camps de réfugiés? Parce qu'on sait que c'est très important. Au niveau de généralement, tous les sites de déplacés,
se retrouvent dans une circonscription administrative ou bien dans une aire de santé. La première chose que nous faisons, parce que, comme je l'ai dit, nous faisons tout pour ne pas exclure et les stigmatiser, les considérer comme une population à part. Donc la première des choses, c'est que l'État a développé depuis 2009, aujourd'hui, le régime d'assistance médicale qui permet de prendre en charge sur le plan santé, toutes les personnes indigentes, toutes les personnes en situation de bénéficiaires de droits, qu'on appelle, comme on le dit, des bénéficiaires de droits du régime d'assistance médicale. Et les personnes déplacées internes aujourd'hui font partie de ce lot de personnes vulnérables qui bénéficient du RAMED. Mais ça, c'est si ces personnes-là sont dans une localité où il y a un centre de santé. Non, on suppose qu'aujourd'hui, le Mali est couvert, on a plus de 1500 CSCOM, on a des hôpitaux et tout, et on ne trouvera aucun site aujourd'hui qui n'est pas dans une aire de santé. Donc l'organisation se fait en concept d'abord sur l'enregistrement au RAMED, parce qu'ils sont enregistrés au régime d'assistance médicale, qui les permet de bénéficier gratuitement des soins de santé. Et au-delà de cela, on a un poste de santé. Nous ne créons pas des structures de santé. Par exemple, la cité Nata, il y a un dispensaire qui permet de gérer toutes les urgences. Mais dans le système de la pyramide sanitaire, pour les référer soit au centre de santé de CSCOM, le plus proche, ou bien le centre de santé de référence le plus proche. Donc nous respectons la pyramide sanitaire sans les exclure. Et on sait aussi que parmi les déplacés, il y a des élèves, il y a des enfants en âge d'être scolarisés. Comment vous faites pour ce cas? C'est aussi dans les écoles les plus proches? Bon, c'est vraiment le lieu, vous me permettez, c'est le lieu vraiment de saluer le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur qui nous ont accordé beaucoup de facilités pour la réintégration de ces enfants en situation de déplacement. Pour le cas aujourd'hui, nous avons des étudiants au niveau des écoles supérieures qui sont des déplacés internes. Au niveau des lycées, des étudiants qui sont des déplacés. Mais qui ont quitté, le lieu d'origine pour venir dans les universités ou dans les écoles? Dans les écoles, parce que nous les suivons. Nous les suivons parce que nous avons les statistiques des personnes scolarisées, non scolarisées et déscolarisées dans nos statistiques. Et chaque fois que la personne est non scolarisée, nous avons des centres d'apprentissage. Nous avons à Mopti, nous avons à Gao, nous avons à Bamako des centres d'apprentissage pour essayer de au moins scolariser l'enfant. Quand il est déscolarisé, là, il rentre dans le lot des jeunes qui apprennent des métiers. Et c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de jeunes qui travaillent. Vous partez, par exemple, entre 9h et 10h dans certains sites de déplacés, vous ne retrouverez aucun jeune. Ils vont tous aller travailler et après, le soir, ils reviennent. C'est comme si, à certains endroits, les sites de déplacés deviennent juste des dortoirs. C'est ça. Parce qu'ils vont aller travailler. Et pour les élèves, c'est pareil aussi. Donc, ils passent la journée là-bas et puis ils vont à l'école. Ils vont à l'école. Les académies, les CAP nous ont donné cette facilité. Chaque fois qu'on a un site de déplacés, les écoles les plus proches, ils nous autorisent gratuitement d'inscrire tous ces enfants-là. Et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de recevoir des bacheliers, de recevoir des diplômés de certaines écoles. Et c'est le lieu aussi de préciser que cette prise en charge va au-delà de nos frontières. Le Mali, aujourd'hui, tous les réfugiés qui sont par exemple en Mauritanie participent à toutes les épreuves et les examens à travers le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de... Ils suivent le programme. Ils suivent le programme et ils concourent comme tous les enfants et ils passent au bac, ils passent au DF et ils sont orientés selon les pays. Oui, mais ceux qui sont dans d'autres pays n'ont pas accès à une école malienne. Pas une école malienne, mais ils sont inscrits dans les écoles là-bas pour suivre le cursus et on leur donne les cours au même titre que les enfants maliens. Mais on n'a pas forcément les mêmes programmes. Ils font les examens. Mauritanie ou Mali. C'est au niveau des sites que c'est organisé. C'est au niveau des sites que c'est organisé. C'est organisé par le ministère de l'Éducation. Par le ministère de l'Éducation. D'accord. En collaboration avec le HCR et en collaboration avec ça veut dire qu'il y a des écoles qui sont créées à ce niveau. Tout à fait. Avec des enseignants, volontaires, peut-être. Il y a des enseignants volontaires, il y a des enseignants qui sont pris en charge. Parce que pour les écoles primaires, c'est vraiment à travers les communautés même qu'on a des enseignants qui sont formés là-bas pour pouvoir assurer la relève. Et au-delà de cela, le gouvernement et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés donnent des enseignants qui sont payés pour pouvoir les dispenser les cours. Et ils concourent aux différents examens. Et on sait aussi que ce n'est pas toujours facile parce que dans les pays voisins, peut-être il y a des autorités qui ont certainement des règles, qui ont certainement des conditions d'accueil des réfugiés. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec, je dirais par exemple avec la Mauritanie, au niveau des camps? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont
en place pour permettre à ces réfugiés, à ces déplacés, de vivre de façon décente. C'est tout l'intérêt des accords tripartites. J'avais dit tantôt que nous avons signé, le Mali a signé des accords tripartites avec la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso et le HCR. Vous savez, quand une personne déplacée sort en dehors des frontières pour appeler les réfugiés, au-delà des frontières, il est sous la responsabilité du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et pour que le pays puisse gérer et suivre l'évolution, la gestion de ses compatriotes, nous signons un accord tripartite. C'est pourquoi nous avons signé, le Mali a signé 3 accords tripartites avec ces pays-là. Et dans ces accords tripartites, toutes les mesures sont intégrées pour suivre, pour permettre au pays de suivre la gestion, l'assistance, l'organisation et le retour de ces personnes déplacées internes. Et c'est le cas. C'est pourquoi le Mali a l'habitude d'organiser des convois humanitaires jusqu'au-delà des frontières, en Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger, pour assister les réfugiés qui sont là-bas. Et c'est la même chose, les réfugiés viennent ici pour assister. Alors, il y a des réfugiés, il y a des Maliens qui se déplacent, qui vont dans les pays voisins. Il y a peut-être aussi des ressortissants des pays voisins ou d'autres pays qui viennent au Mali. Comment ils sont accueillis? Bon, effectivement, ils sont nombreux. Effectivement, à la date d'aujourd'hui, nous avons environ près de 230 000 réfugiés et demandeurs d'asile. Des étrangers? Des étrangers, par exemple, des gens qui sont venus du Niger, du Burkina Faso, du Togo, de la Sierra Leone, donc dans beaucoup d'autres pays. Du Togo? Du Togo. Il y a beaucoup qui sont des réfugiés. Il y a des réfugiés, il y a plusieurs types de réfugiés. Il y a des réfugiés climatiques, il y a des réfugiés politiques, il y a des réfugiés, il y a beaucoup de types de réfugiés. Mais environ, il y a aujourd'hui près de 230 000 réfugiés et demandeurs d'asile qui sont accueillis au niveau du Mali. Je prends l'exemple de la cité natale de Gao, héberge aujourd'hui des réfugiés nigériens et burkinabés qui vivent en symbiose avec les personnes déplacées à Gao. Donc l'intégration est totale au Mali. Le Mali aujourd'hui est l'un des pays vraiment qui ont beaucoup œuvré dans ce sens pour plus d'intégration des personnes en besoin d'asile à travers la loi internationale. Les Maliens et les étrangers, ils vivent tous ensemble. En symbiose. En symbiose. On sait que les pays de l'AES, par exemple les 3 pays de l'AES, parce que le forum c'était organisé par les ministres en charge de l'action humanitaire des pays de la Confédération des États du Sahel, on sait que vous n'avez pas assez de moyens, les pays de l'AES, assez de moyens, assez de ressources financières pour faire face à tous ces défis. Et vous comptez sur qui d'autre? Merci bien, parce que ça me donne l'occasion de parler du forum. C'est tout le sens du forum. Quand vous voyez le thème du forum, c'est politique humanitaire, mécanisme de financement, enjeux, défis et perspectives. Ça veut dire que nous avons constaté avec l'environnement international actuel la rareté des ressources, et au cas du Mali et des pays de l'AES, le retrait de beaucoup de nos partenaires stratégiques qui étaient là pendant longtemps, accompagner les communautés, et cela aidant, et le fait aussi que la crise humanitaire s'est installée un peu dans la durée, donc on est tombé dans un système où on n'a plus de ressources pour couvrir tous les besoins. Et je crois que tout l'esprit de ce forum, c'est vraiment de voir comment est-ce que nous pouvons développer des mécanismes endogènes. Vous avez vu dans l'intervention de monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde Sceaux, a dit qu'il faut que nous comptons sur nous-mêmes. Et je crois que c'est tout l'essence vraiment de ce forum-là qui a... Mais justement, on ne peut pas compter sur nous-mêmes parce qu'on n'a pas assez de moyens. On n'a jamais suffisamment armé pour se suffire. Nous sommes dans un environnement international où nous avons toujours besoin de partenaires. Nous sommes obligés de faire appel aux autres. Naturellement. Nous avons toujours besoin de faire appel à d'autres contributions. Mais nous avons dit il faut que désormais, dans le contexte de notre souveraineté nationale, que nous nous prenons en charge d'abord. Et c'est ce qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, il faut saluer le gouvernement malien aujourd'hui qui accorde aujourd'hui des subventions substantielles au ministère de la Santé et au Développement social, à d'autres départements pour prendre en charge les urgences. Et c'est ce qui fait que nous sommes dotés à des moyens qui nous permettent, c'est sûr, ce n'est pas suffisant, qui nous permettent aujourd'hui de prépositionner des intrants
alimentaires et non alimentaires pour faire face à l'urgence. Et après cela, nous demandons la contribution effectivement des partenaires humanitaires, par exemple le système des Nations Unies, les ONG nationales et internationales qui ont signé des accords avec le gouvernement malien pour accompagner la politique de l'État, contribuent de façon substantielle également à la prise en charge de la situation humanitaire. Et il faut rappeler que chaque année, le Mali élabore un plan de réponse humanitaire. Un plan de réponse humanitaire qui donne la situation globale l'ensemble de la situation humanitaire, identifie les besoins et identifie le coût. Pour le petit exemple, le plan de réponse de 2025 a été estimé à 771,3 millions de dollars. Pour pouvoir couvrir tous les besoins humanitaires en termes d'assistance alimentaire, en termes d'abri, de création d'abri, en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès à la santé, en termes d'accès, bref, à tous les services sociaux de base et même au relèvement socio-économique des personnes en situation de déplacement. Et ce plan est fait concomitamment avec les autres planifications au niveau des humanitaires et au niveau de l'État. Et qui doit financer ce plan? Parce que les pays de l'AES n'ont pas les moyens. Est-ce que vous comptez sur les Nations Unies? Est-ce que vous comptez sur d'autres partenaires bilatéraux comme certains pays européens? Bon, c'est vrai, entre parenthèses, on sait que les pays de l'AES n'ont pas de bons rapports actuellement avec beaucoup de pays. Nous comptons, l'esprit du forum, c'est vraiment de compter sur nous-mêmes d'abord. Nous comptons sur nous-mêmes d'abord la mobilisation communautaire. Mais vous comptez toujours sur vous-même, c'est vrai. Mais oui, on mobilise d'abord. On n'a jamais suffisamment de moyens. La crise humanitaire, dans aucun pays du monde, aucun pays ne fait face à une crise humanitaire parce que c'est imprévisible. C'est imprévisible, donc nous prévoyons l'imprévisible. C'est ce qui nous permet de faire des plans de réponse pour dire au cas où il y a cette situation qui vient, la première responsabilité de la protection des populations, ça incombe au gouvernement, à l'État. Mais ce qui complique la situation pour les pays de l'AES, c'est qu'ils n'ont pas de bons rapports avec tout le monde. Il y a des ONG qui assistaient aussi certaines populations qui sont parties. Il y a des associations, en tout cas internationales, qui étaient là, qui sont parties. Et les pays européens, en tout cas beaucoup de pays européens, ont tendance à ne pas nous aider, à ne pas aider les pays de l'AES. Bon, à la différence de ce que beaucoup pensent, nous pensons que le Mali n'est pas isolé. Le Mali n'est pas isolé pour la simple raison que sur le plan humanitaire, nous avons pratiquement tous les partenaires humanitaires qui sont restés et qui sont là, qui travaillent avec nous. Et nous avons, pour un autre exemple, et que Madame le ministre de la Santé et du Développement Social, le médecin colonel Assabadia Touré, a fait une mission en fin d'année 2024 à Genève pour présenter à l'ensemble des bailleurs et des partenaires le plan de réponse humanitaire du Mali, qui a obtenu l'adhésion aussi bien des partenaires bilatéraux que des partenaires multilatéraux. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que le forum, qui était prévu initialement pour 150 participants, nous avons dépassé les 250 participants. Donc pratiquement les 80% sont des partenaires humanitaires, des agences et des partenaires multilatéraux et des donateurs qui sont venus vraiment pour vraiment accompagner l'AES. Et l'engagement, on a l'engagement que tous ces partenaires vraiment ont affirmé leur forme volonté d'accompagner les États de l'AES, d'accompagner les services techniques et de continuer les programmes. En tout cas, à ce niveau, c'est vrai, le retrait de certains partenaires classiques. Parce que vous voyez dans une localité où des partenaires ont fait plus d'une décennie en train d'accompagner les populations. Et un jour, seulement on dit, bon, écoutez, aujourd'hui on n'est plus là. Mais c'est vrai, c'est des difficultés. Mais nous sommes en train de prendre, nous avons fait le point, nous avons évalué sur les instructions de nos autorités, évalué partout où le partenaire s'est retiré, quel est le gap que ce retrait va occasionner, quelles sont les mesures et dispositions qu'il faut prendre, et c'est ce qui a permis de revoir beaucoup de nos planifications pour permettre aujourd'hui vraiment d'assurer la plénitude vraiment de nos actions en faveur. Mais comme je l'ai dit, on a toujours besoin de la coopération nationale, bilatérale et multilatérale. Donc pour mobiliser les ressources financières, alors vous avez souvent les conférences de donateurs et vous adressez aussi souvent des requêtes à des partenaires spécifiques, à des partenaires dans le cadre bilatéral?
Tout à fait. Nous avons, c'est pourquoi d'ailleurs le plan de réponse est partagé. Le plan de réponse est partagé. Je donne l'exemple de la mission du ministre de la Santé et du Développement Social à Genève. C'est pour vendre ce produit. C'est comme si nous cherchons des financements. C'est un mécanisme de recherche de financement. Et ce mécanisme de recherche de financement a apporté ses fruits parce que l'engouement au niveau de ce plan, dans sa mise en œuvre, a été constaté. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater vraiment des avancées. C'est vrai, il y a des difficultés. Et le financement est lié aussi à l'environnement mondial. Vous savez, aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau environnement mondial qui fait que, par exemple, le côté américain, la guerre d'Ukraine et beaucoup d'autres aspects qui ont fait que vraiment il faut reconnaître. Et le retrait, même le départ de certains de nos partenaires aujourd'hui ont impacté cela. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut développer des mécanismes endogènes. Les mécanismes endogènes, c'est d'abord les communautés. Quels sont les mécanismes que nous pouvons développer depuis au niveau communautaire pour que les premières actions viennent de nos communautés, en termes d'anticipation et en termes de réponse. Et après les communautés, qu'est-ce qu'on peut faire comme mécanisme innovant? Par exemple, je prends l'exemple de la diaspora. La diaspora aujourd'hui, c'est un des acteurs clés du développement de tout pays. Quel mécanisme on peut initier avec la diaspora malienne pour qu'il contribue au financement de l'humanitaire? Quel mécanisme on peut développer avec le secteur privé, qui est un secteur très solidaire, qui mène des actions? Vous trouvez rarement aujourd'hui une entreprise qui n'a pas un aspect de citoyen dans tout ce qu'elle fait. Comment fédérer tous ces éléments-là pour que ça soit un véritable financement et de l'humanitaire et de la solidarité? Et vous avez parlé de partenaires qui sont venus, qui se sont engagés, et généralement on sait que les engagements ne signifient pas, parce qu'on peut s'engager sans qu'il y ait d'action concrète derrière. Effectivement, les engagements sont liés à nos planifications. Parce que quand nous faisons un programme, nous faisons un projet, nous les soumettons. Et c'est dans les rubriques, parce que tous les partenaires ont aussi des domaines d'intervention. Par exemple, je prends le cas de tout ce qui concerne l'éducation, le WASH. Quand nous faisons une planification, par exemple, je prends un cas comme l'UNICEF. L'UNICEF, aujourd'hui, tout ce qui est l'accompagnement des femmes, l'accompagnement des enfants, l'UNICEF s'engage. Et dans les engagements, c'est une complémentarité qui se fait à travers le programme. Je prends également le cas du PAM. Le PAM où l'État, le Mali, est membre du PAM, du Programme alimentaire mondial, et le Mali a aussi des ressources dans le PAM. Donc quand nous faisons un planning, nous le faisons en concert avec le PAM, qui permet, chaque fois qu'il y a une urgence alimentaire, le PAM contribue à au gap qui est au niveau du Mali. Et le dispositif, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui au Mali le commissariat à la sécurité alimentaire, qui est aujourd'hui un dispositif costaud qui permet vraiment de répondre en urgence. Vous remarquez tous les jours les interventions du commissariat à la sécurité alimentaire dans toutes les zones d'insécurité alimentaire, parce que nous sommes tributaires également aussi des aléas climatiques qui fait que la réduction de production, parfois, c'est constaté d'office. Et comment vous collaborez, comment vous travaillez avec le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies à Bamako, OCHA? Effectivement, nous sommes partenaires. Le premier partenaire du ministère de la Santé et du Développement Social, c'est la coordination humanitaire qu'on appelle OCHA. Parce que OCHA coordonne l'ensemble sous la responsabilité du coordinateur résident, coordinateur humanitaire, qui est bien là, qui est le premier responsable humanitaire. Donc OCHA est le bras technique qui permet d'assurer la coordination avec le gouvernement malien à travers le ministère de la Santé et du Développement social. Donc tout ce qui concerne les planifications, le plan de réponse humanitaire est fait avec OCHA depuis les évaluations, depuis les premières étapes. Depuis au niveau communautaire, au niveau local, au niveau régional, au niveau national, c'est avec OCHA que nous faisons tout le processus. Et donc nous sommes en symbiose avec OCHA, même le forum. Nous avons organisé conjointement sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan organisationnel avec OCHA et les autres organisations telles que le FONGIM, la PONA et les autres agences qui ont contribué techniquement et financièrement à l'organisation de ce forum. Donc concrètement, dans le cadre du système des Nations Unies, tous les partenaires ou tous les contributeurs au système des Nations Unies passent par le Bureau de coordination des affaires humanitaires, par le système des Nations Unies? Le Bureau de coordination des Nations Unies, OCHA, coordonne les actions et permet les orientations. Il y a des ONG nationales, il y a des ONG internationales. Et les ONG élaborent des programmes. Comme ils ont des accords cadres signés avec le gouvernement malien, donc ils élaborent des projets et des programmes avec nos services.
qui répondent aux besoins des populations. Dès que le programme est élaboré, OCHA intègre ce programme dans le plan de réponse globale, à travers, parce qu'ils sont répondants, et ils ont des plateformes, des rencontres périodiques pour faire le point. Chaque ONG a fait une planification, les ressources mobilisées, les domaines d'activité. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons à travers OCHA la cartographie des humanitaires à travers tout le Mali. Qui fait quoi, où et comment, avec qui. Donc nous avons cette situation qui est élaborée conjointement avec le ministère de la Santé et du Développement Social et OCHA, qui permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble, vraiment des besoins dans l'ensemble. Quelles sont les responsabilités, quelles sont les actions, quels sont les partenaires qui interviennent dans tel secteur et tel domaine. Quels sont les mécanismes de coordination qui doivent être mis en place au niveau de chaque région, parce que les gouverneurs de région aujourd'hui sont les comités de pilotage des comités de crise. Nous avons dans toutes les régions des comités de crise. Et autour de ces comités de crise, aussi bien les services techniques de l'État que les humanitaires se retrouvent autour du gouverneur pour pouvoir mener les actions et assurer le suivi des différentes opérations. Et en dehors de OCHA, en dehors du système des Nations Unies, avec quels partenaires bilatéraux vous travaillez actuellement? Bon, en dehors de choses, c'est les ambassades. Il y a aujourd'hui des ambassades qui contribuent de certains pays. Je ne vais pas en citer ici, mais il y en a beaucoup qui contribuent vraiment de façon humanitaire. Même si on a des réponses humanitaires d'urgence, il y a des ambassades qui financent directement l'action pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Et comment vous organisez aussi les interventions sur le terrain auprès des personnes déplacées? On sait aussi que c'est souvent dans les zones d'insécurité, parce qu'il y a l'insécurité dans toute la zone, par exemple le Sahel. Comment vous organisez? Est-ce que les sites, est-ce que les camps sont sécurisés? Et quand vous intervenez, est-ce que c'est avec aussi les services de sécurité, avec l'armée par exemple? Bon, nous évitons le terme camp, les sites. Oui. Les sites des déplacés aujourd'hui, nous pouvons dire que ces sites-là sont sécurisés, parce que d'abord, ces sites-là ne sont pas isolés vraiment des agglomérations. Que ce soit un village ou une ville, nous faisons toujours en sorte que vraiment les sites soient plus proches vraiment des localités pour intégrer vraiment les villages, les villes. Mais au-delà de cela, chaque fois qu'il y a des besoins, parce qu'on a l'habitude d'organiser des convois humanitaires, nous avons l'habitude d'ouvrir des couloirs humanitaires pour pouvoir accéder à des zones difficiles. Je me rappelle quelque temps, nous avons ouvert des couloirs humanitaires dans la zone de Mondoro, qui était inaccessible avec l'appui de l'armée. Et nous avons dans beaucoup de cas où chaque fois que nous avons des stocks, où on doit envoyer dans des zones difficiles, nous avons le concours des forces de défense et de sécurité pour pouvoir acheminer ces vivres-là dans ces localités, et nous pouvons citer beaucoup de cas de l'armée. C'est le lieu aujourd'hui, vraiment ici, de remercier et de féliciter les forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent dans toutes les actions. Aussi bien dans le déplacement humanitaire, parce que même le déplacement des humanitaires est très difficile. Il faut aller aux populations dans les plus confins, il faut les accompagner, et il y a des zones sans l'armée, nous ne pouvons pas accéder. Et c'est vraiment le prépondérant que l'armée a toujours joué. Et l'armée organise également des actions civilo-militaires. Vous avez remarqué dans beaucoup de cas, l'armée fait des soins de santé, ils font des distributions de vivres dans toutes ces zones-là. C'est des zones d'accès difficiles. Et seule l'armée peut intervenir. Et j'avoue que vraiment aujourd'hui, ce que l'armée a fait dans des actions civilo-militaires, c'est énorme. Vous avez dit tantôt que vous organisez aussi le retour des populations déplacées dans leur localité d'origine. Est-ce que c'est très fréquent? Est-ce que vous voyez souvent des cas comme ça, des populations déplacées qui décident de retourner dans leur localité d'origine? Effectivement, je l'avais dit tantôt dans mes propos, aujourd'hui, du début de la crise à aujourd'hui, nous avons environ 856 000 personnes qui sont retournées de façon volontaire. C'est-à-dire des déplacés internes, qui sont retournés de façon volontaire. Parce que les principes humanitaires... Sans assistance, sont retournés sans assistance, non? Il y a les deux cas. Il y a les deux cas. D'accord. Donc, je voulais dire que les principes humanitaires obéissent à des principes. Tant que les conditions, un certain nombre de conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas organiser le retour qu'on appelle le retour organisé. Ça veut dire que nous créons, comme l'exemple, en 2013, le Mali a organisé des convois où c'était les bateaux qui étaient affrétés, des cars qui étaient affrétés pour prendre les populations et les faire retourner dans la localité. Certaines conditions étaient réunies. Mais les principes humanitaires veulent que le retour soit
organisé en toute dignité. Ça veut dire qu'un certain nombre de conditions sont réunies. Et au-delà de cela, les personnes ont le libre choix de retourner chaque fois qu'ils pensent que, pour une raison ou une autre, ils peuvent retourner dans la localité. Et c'est le cas aujourd'hui. Vous avez vu il y a 2 ou 3 mois, je prends le cas du centre, avec la stabilisation à Banyangara, avec l'effort qu'il faut saluer du gouverneur de Banyangara, des populations ont décidé volontairement de retourner à Banyangara et ça a été vraiment salué par les plus hautes autorités et ça a servi d'exemple à beaucoup d'autres aujourd'hui de prendre des dispositions pour rentrer de façon progressive sans que ce soit un retour massif. Mais on constate cela et là où ils sont retournés, le cas de Banyangara, c'est également le lieu de saluer les populations de Banyangara pour leur hospitalité, leur accueil et l'organisation qu'ils ont pu faire. Où, par exemple, la jeunesse de Banyangara s'est mobilisée pour reconstituer les habitats des personnes qui ont quitté il y a 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour qu'ils puissent revenir et, dans un système d'harmonie. Et c'est là également que le ministère de la Réconciliation nationale a joué un rôle prépondérant dans la sensibilisation, dans la création des organes au niveau communautaire pour pouvoir vraiment le vivre ensemble, faire développer vraiment ce vivre ensemble là. Et c'est les résultats que nous avons aussi bien à Banyangara que dans d'autres localités. Juste le cas de Banyangara. Mais on sait qu'un retour organisé vous permet d'avoir des chiffres fiables du nombre de personnes déplacées. Mais quand les gens retournent de façon volontaire, de façon, je dirais, discrète, ça ne vous pose pas de problème en termes de chiffres? Ça ne nous pose pas de problème parce que c'est vraiment l'avantage de la biométrie. Dès que la personne est enregistrée chez nous, il a un enregistrement et cet enregistrement est mis à jour chaque trimestre au niveau de la Direction nationale de développement social avec l'accompagnement de l'OIM qu'il faut également saluer. Nous faisons la mise à jour de qu'on appelle la DTM. La DTM, c'est la matrice de suivi des déplacements qui nous permet de suivre le mouvement des personnes. Une personne qui est à Bamako ici, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, un jour retourne par exemple à Banyangara. Dès qu'il retourne à Banyangara, nos services, les services de développement social, nous sommes représentés aujourd'hui dans toutes les régions, dans tous les cercles et dans plusieurs communes. Donc il y a nos services de développement social qui accueillent la personne. Et dès que la personne est accueillie et enregistrée, nous savons qu'elle a quitté à tel endroit et est revenue à tel endroit. C'est ce qui nous permet de capitaliser les retours. Oui, mais si la personne ne va pas s'enregistrer, la personne rentre dans sa localité et puis va voilà, dans sa famille. Il y a des cas comme ça qui ne sont pas très nombreux, mais il y en a. Il y a des cas qui, de 2012, de la crise à aujourd'hui, ne se sont jamais fait enregistrer au niveau d'un service public ou bien d'un site. Parce qu'ils ont considéré qu'ils sont maliens, ils ont quitté leur localité. Il y a des difficultés. Je connais des zones où les populations ne sont jamais enregistrées. Vous prenez dans la zone de Douanza, par exemple, il y a certaines localités, telles que vers certains cercles de Douanza, où des populations ont quitté. Ils sont venus dans un autre lieu, ils ne se sont jamais enregistrés parce qu'ils ont pensé qu'ils ont quitté leur lieu, ils sont venus dans un autre lieu qui leur appartient auprès de leurs parents. Ceux-ci ne sont pas fait enregistrer, ils retournent. C'est pourquoi j'ai salué les maisons d'accueil. Il y a aujourd'hui ce qui a vraiment joué de façon positive sur les déplacements forcés au Mali, c'est les familles d'accueil. Des gens qui ont quitté, ils ne se sont jamais enregistrés, ils ont quitté Mopti, ils viennent à Bamako, ils ont un parent, le parent les reçoit, il les loge, il les nourrit, il fait tout. Et ils mènent les activités. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais... Et c'est des cas que vous n'arrivez pas peut-être à recenser. C'est un choix. Ils ont choisi de ne même pas se considérer comme déplacés, parce qu'il y a quand même des populations déplacées, il y a des populations aussi en déplacement. En déplacement, volontairement, disent, bon, écoutez, pour une raison ou une autre, malgré que toutes ces conditions ne sont pas réunies ici, je préfère aller à une autre localité, mais je ne suis pas un déplacé forcé comme tel. Et ils ne sont pas recensés par vous? Ils ne sont pas recensés parce qu'ils ne se présentent pas. Parce que nous n'avons pas forcé pour dire venez vous faire recenser. C'est une demande. C'est des personnes vulnérables, c'est des personnes qui sont en situation de précarité ou bien de situation difficile que nous recensons au niveau des services. Mais personne n'est exclu. Ça, c'est au niveau interne. Mais est-ce qu'il y a les réfugiés maliens qui sont en dehors du Mali qui retournent maintenant au pays? Est-ce qu'il y a des cas comme ça que vous... Effectivement, il y a des cas comme ça. Nous avons enregistré dans nos statistiques, parce que nous travaillons avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, pour la gestion des réfugiés, et nous avons environ plus de 85 000 aujourd'hui qui sont retournés de façon volontaire, de la Mauritanie, du Niger et du Burkina, qui sont retournés de façon volontaire. Entre 2013 et maintenant. 2013 et maintenant. Entre 2013 et maintenant. Mais si vous prenez la frange de 2020, 2022 à aujourd'hui, nous avons plus de 150 000, environ plus de 65
65 000 qui sont rentrés de façon volontaire. Parce que les conditions étaient réunies. La plupart sont du nord. Et la stabilité au nord aujourd'hui, elle est quand même relativement bonne. Qui a fait qu'aujourd'hui, les populations se retenaient. Et le cas de Mbera aujourd'hui, je connais dans la zone de la région de Tombouctou aujourd'hui, il y a beaucoup de populations qui sont retenues, qui sont aujourd'hui chez elles de façon volontaire. Mais qui bénéficient de l'accompagnement du HCR, qu'on appelle la facilitation. Tous ceux qui veulent venir sont assurés en transport. Et quand ils arrivent ici, ils ont des pécules de réinstallation. Et après les pécules de réinstallation, ils ont bénéficié des formations ou bien d'accompagnement. Certains bénéficient vraiment des kits d'AGR pour pouvoir faire leur activité, soit en termes de maraîchage, en termes d'élevage ou bien en termes d'autres activités génératrices de revenus. Le forum maintenant a pris fin. Alors, qu'est-ce que vous en retenez concrètement? Qu'est-ce que vous avez eu comme engagement et qu'est-ce qui va se passer maintenant après le forum? Vraiment, vous me permettez quand même de saluer l'organisation du forum et vraiment remercier nos plus hautes autorités de nous avoir permis, à travers le ministère de la Santé et du Développement Social, de réunir les pays de l'AES et d'autres pays invités, le Togo, le Tchad et la Mauritanie, avec lesquels nous partageons les mêmes réalités humanitaires. C'est les déplacements forcés, c'est la crise sécuritaire, la crise alimentaire, et bref, c'est vraiment... question de vulnérabilité dans cette crise alimentaire et tout. Donc nous avons organisé ce forum dans l'intention vraiment, comme je l'ai dit tantôt, de trouver des mécanismes endogènes de financement. Et le forum a été, à notre sens, vraiment une réussite. Je le disais, de 150 participants, nous avons accueilli 250 participants. Et le forum a abouti environ sur 66 recommandations. 66 recommandations qui vont depuis le renforcement des capacités des acteurs humanitaires, du mécanisme de planification conjoint, de la coordination, de tout ce qui concerne un peu les aspects de coopération sous-régionale, tout ce qui concerne les aspects de mobilisation des ressources de façon indienne, les créations de mécanismes nouveaux pour la mobilisation des ressources, de tout ce qui concerne la liaison aujourd'hui entre paix, sécurité, développement et humanitaire. Bref, il y a un certain nombre de recommandations, environ 66, qui sont ressorties de cela. Les perspectives, c'est que aujourd'hui, chaque pays participant ici doit rendre compte de vraiment des conclusions de la synthèse des recommandations. Et après cela, nous attendons soumettre le dit rapport au collège des chefs d'État, qui doit se tenir très prochainement de l'AES, pour soumettre ces recommandations après validation. Et nous, au niveau du ministère de la Santé et du Développement Social, nous allons élaborer un plan d'action dans lequel il y a les actions, les activités et les tâches, et avec un mécanisme de suivi vraiment en concertation avec les deux autres pays membres de l'AES. Donc la suite vraiment, c'est vraiment ces trois étapes-là. D'accord. Je crois qu'on a pris par le temps, mais c'est le temps file. En tout cas, merci beaucoup, M. Ibrahima Abba Sangaré, directeur national du développement social. Nous aurons certainement l'occasion de parler une prochaine fois de ce que vous aurez entrepris comme action concrète sur le terrain après le forum. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Ousmane Daw. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.